Oh. C'est ça. Ça part de même. Ça part de même. Ouais, Ça part de avec un même. applaudissement. Mais merci d'avoir accepté l'invitation, Merci Farnell. de m'inviter. C'est Ouais, super gentil, c'est super gentil. On va repasser dans ton background puis tout, mais avant, on va faire notre classique qui est les questions, les sans opinion Ben oui. de Farnell. Fait que pendant 1 minute, on te bombarde des questions. C'est des réponses simples, donc soit oui ou non, ou soit un mot. C'est l'opposé total de ce que je fais. Je genre. sais. On évacue totalement la nuance. C'est ça, aucune nuance. Est-ce que j'ai le droit de demander des clarifications? C'est vraiment juste oui ou non? On va clarifier après. On va clarifier ok, après, c'est bon. mais t'as le droit de dire passe. Ok. Ouais, Fait que c'est bon. si c'est trop touchy. Ah, on veut pas piéger non plus. Bah, Là. ça, Il n'y a c'est- aucune non. question de piège. Là, tu sais, fait que- Ouais. Puis après ça, on revient là-dessus, puis on va nuancer le tout par C'est après. Donc écoutez au complet si vous voulez entendre les nuances de Farnell, parce que c'est ça qui est important. Est-ce que tu te sens prêt? Oui, let's go. Ouais, ok. Vous autres, les boys? Toujours. Passe Toujours prêt? ça de quand tu pars. Alright. Cet épisode est une présentation de Long & McQuaid Québec, Lévis, Beauport pour tous vos besoins en équipement audio ou pour vos instruments de musique, achat, location, c'est la référence. Anglais ou français? Français. Penses-tu que Trump pourrait vraiment faire du Canada le 51e État? Non. Est-ce que c'est toi qui prends la facture en date? Oui. Selon toi, est-ce plus facile de faire la politique sans la religion? Non. Penses-tu qu'il y a une fin au système de libre marché entourant le besoin essentiel de se loger? Oui. Souhaites-tu un 3e référendum? Non. Est-ce que tu types au Subway? Non. Après tant de décennies à avancer au niveau politique et sociétal, est-ce que tu trouves qu'on recule récemment? Non. Est-ce que le Canada devrait retirer sa loi sur les médias qui les empêche de publier sur les réseaux? Oui. Est-ce que les termes gauche et droite sont dépassés? Oui. Est-ce qu'on dit balado ou podcast? Oui. Crois-tu qu'économiquement, le Québec est capable de se séparer du Canada? Oui. Oh, mais les gars, j'ai passé à T'es à travers... 55 secondes. Ah ouais, ouais. Ah, Yes! Yes! La rapidité de cet homme. Ok. Là, il y a du stock. J'aimerais qu'on commence avec le Subway. Le Subway. Ben, pour vrai, moi, tout, on dirait que ça m'intéresse parce que j'ai... Non, avant, on commence avec ton Non, background. non, ben oui. C'est ça, ouais, c'est ça qui est le plus important. Parce que, ben là, c'est ça. Ça fait quelques années qu'on le voit sur les réseaux. Le classique, le commentaire de Farnell suit cet extrait. C'est comme ça que tu m'as eu. Puis il y a beaucoup de trucs qui résonnaient avec moi, avec les boys aussi. Puis c'est pour ça qu'on J'ai t'a même invité pensé faire aujourd'hui. du merch, genre un Ah ouais? t-shirt qui dit commentaire de Farnell à venir, quelque chose. Mais je me suis. Ça va être une autre fois. Yo, peut-être. moi, j'achète. serait là. bon. Genre, ouais, c'est ça. On s'en aurait. Moi, j'achète, là, ça dit tout de suite qu'est-ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai vu ta page Wikipédia, mais j'aimerais ça l'entendre de toi. Ok. Quel est ton background? Parce que là, on te voit dans les médias, on te voit avec la presse, on te voit sur tes plateformes à toi, mais ultimement, d'où viens-tu dans ce monde des opinions et des commentaires sur le web? Tu sais, j'aime écrire. Ouais. À la base, je préférerais bien gros juste écrire des articles, des lettres d'opinion, mais à un moment donné, je faisais un stage chez Éducalois. Shout-out Éducalois en passant, ils font un super bon travail pendant mes études en droit. Et puis, une des choses qui commence en disant, eux, ce qu'ils font, Éducalois, ils font de la vulgarisation juridique grand public. T'sais, l'idée, c'est tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec quel droit tu as par rapport à ton propriétaire, ben ils ont des super bonnes ressources. Mais ils commencent leur formation pour le nouveau stagiaire en disant, selon les meilleures statistiques qu'on est capable d'avoir, un adulte sur 2 est un analphabète fonctionnel. Ça veut dire qu'ils sont capables de lire. Là. Tu lui donnes une phrase, un menu, il peut lire. Mais si tu lui donnes un article de journal, puis tu lui demandes de lire l'article et d'en faire un résumé, ou tu lui poses des questions à propos de l'article, il y a un adulte sur 2 qui serait pas capable de répondre à un niveau adéquat pour qu'on lui donne un diplôme secondaire. Ça, c'est pas que les gens sont stupides, c'est juste que pour ben du monde, quand tu finis tes études, tu ne lis plus. C'est vrai, ça. Alors, si tu deviens l'énorme majorité des emplois, tu as besoin de lire des instructions de base, là, mais lire un roman, tu n'as pas besoin de faire ça, puis la plupart des gens ne le font pas. Alors, ça veut dire qu'en choisissant de travailler, de faire de la vulgarisation par écrit, tu perds une personne sur 2. Ouais. Puis là, je me dis, crime, faut qu'on parle alors. Puis c'est un peu ça qui a commencé, mon idée de vouloir faire plus du vidéo, mais ce qui m'a vraiment fait le déclic, parce qu'avant ça, je faisais des espèces de capsules YouTube, ça me prenait un temps de fou, c'était super intéressant, mais j'avais juste pas le temps de le faire. C'était le 6 janvier 2020. Puis le 6 janvier 2020, c'est la date,
2021, pardon. C'est la date où les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitol. Puis là, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ah, c'était largement paisible ». Je suis sûr que c'était largement paisible. Mais il y avait dans la foule des gens qui voulaient utiliser des moyens violents pour essayer d'invalider le résultat d'une élection. Et ils le faisaient en criant des slogans pro-démocratie. Et cette déconnexion-là, moi, je l'ai interprété comme un échec au niveau social. C'est pas un échec au niveau de l'information. C'est un échec collectif à se parler entre nous, à s'expliquer, à comprendre nos points de vue un à l'autre. C'est ça qui a fait que moi, j'ai voulu commencer parce que j'ai réalisé qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec non plus. Là. Puis on l'a vu un peu pendant la pandémie, mais je veux dire, en général, tout notre ordre social, ce qui fait que tu peux marcher dans la rue puis tu as confiance que tu ne vas pas te faire battre, tu as confiance que tu vas arriver chez toi puis ta maison va encore être là, que ton boss va te payer à la fin du mois. Tout ça, ça tient au fait qu'on croit ensemble à une espèce d'ordre social qui ne tient qu'au fait qu'on y croit. Puis pour y croire, il faut le comprendre. Puis pour le comprendre, il faut se le faire expliquer. Puis des fois, on ne fait pas toujours une super bonne job de ça. C'est ça qui a fait que j'ai voulu commencer. Puis pourquoi tu sentais que c'était nécessaire de, toi, porter ce poids sur tes épaules? Je crois pas que c'est à moi à le faire. Je crois que j'ai une capacité de participer à ce processus-là. T'sais, c'est pas quelque chose qu'une personne va faire, ça va tout régler. Là. Je crois qu'on a tous notre rôle à faire. La façon que moi, je peux le faire, c'est en faisant... J'ai réalisé assez vite, c'est en faisant des petites capsules, c'est une façon que moi je pouvais le faire. À l'époque, je travaillais à New York, je n'étais même pas au Québec, alors je ne pouvais pas aller faire du bénévolat dans les écoles, par exemple. C'était pas accessible à moi. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire ça. C'est l'avenue que j'ai pris, et puis ça a décollé de là. Mais tu as une façon de vulgariser aussi qui est intéressante, qui est facile à comprendre aussi, parce que tu pourrais partir dans des propos que moi je ne comprendrais absolument pas, mais en écoutant tes capsules, c'est rapide, c'est short, mais tu fais comme... Ah, make sense. Tu comprends le but premier de ton message parce que c'est facile à écouter. Parce que moi, je pense que je fais partie d'un des deux. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai fini l'école... Pourquoi tu ris? Non, ça fait... Non, mais tu sais, voulant dire que c'est vrai qu'effectivement, depuis que j'ai arrêté l'école, surtout dans mon domaine, en vidéo, moi, je me rappelle même pas le dernier livre que j'ai lu. Fait que je fais partie un peu de ce monde-là. Je pense que je serais capable de quand même faire un résumé d'un article. Ouais. Mais effectivement, j'ai perdu cette notion-là de lire. Puis le discours, comme un podcast, puis tout, ça m'aide aussi à faire cette nuance-là que j'ai pu avec la lecture, là, dans le fond. Moi, j'avais un prof en secondaire 5 qui nous a drillé ça dans la tête. Il nous a dit, tu sais, votre cerveau, c'est un muscle, puis si vous arrêtez de l'entraîner, ben, ça va finir par se dégrader. C'est comme les autres muscles. Fait que lui, il était comme... Il nous a fait faire... On avait lu 15 livres avec lui dans juste son cours d'anglais, là, fait qu'imaginez, il était saucé, là. Ouais, c'est qui? On était à la même école. Mais puis c'est récent à ma tête, puis c'est comment c'est vraiment important de continuer à aller chercher ça, mais justement du contenu digeste, il y en a de plus en plus, puis c'est le fun d'ajouter ça. Mais juste pour revenir sur ton background, ça veut dire que toi tu as étudié en droit à la base? Ouais. J'ai fait mon primaire secondaire cégep à Québec en anglais. Après ça, j'étais allé étudier en génie civil à l'Université Laval. J'ai travaillé 5 ans pour une compagnie dans le parc technologique à Québec, expertise en matériaux, surtout en béton. De là, après ça, je suis allé faire des études en droit. J'ai fait... retour à l'école. Retour à l'école. Ah ouais. Pour devenir avocat. Je suis devenu... c'est ça. Alors, j'ai fait Common Law et Droit civil à McGill. Le programme donne les deux. J'ai, un peu par la bande, je me suis ramassé à faire une mineure. C'est comme un espèce de certificat en économie. De là, je suis allé à New York pendant plusieurs années. 6 ans. Et puis, j'ai quitté New York il y a 1 an et demi maintenant pour aller faire une maîtrise en philosophie à Londres. Tranquille. Un peu, là. Ingénieur, avocat, économiste. Puis là, le dernier, c'est quoi? Philosophe. Ouais, c'est fou. Ça se plug moins bien, philosophe, par exemple. Genre, c'est comme moi, philosophe. Fait que c'est quand tu t'en vas au Super Bowl, là, pis que tu fais comme Laurent Duvernay. Non, mais c'est hot. J'ai l'impression que j'aime ça entendre des discours de même. Tu sais, l'école, à la base, ça a été créé pour... que ça soit un truc le fun, un truc qu'on puisse s'améliorer en tant qu'humain, qu'on vienne combler cette curiosité-là qui nous habite tous. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça pour toi à l'école quand tu me dis ça, d'y être retourné maintes et maintes fois. T'sais. Ouais, j'aime ça l'école. C'est pas pour tout le monde. Non, moi, j'ai la grande chance, j'ai la façon de penser, j'ai le cerveau
pour qui l'école, ça fonctionne très bien, puis j'aime ça. Alors, bon, ben, chaque fois que j'ai l'opportunité, j'y retourne. Chaque fois que je finis, je me dis plus jamais. Ah ouais? C'est rendu, tu sais, j'ai dit 3 fois plus jamais, puis je suis retourné. Alors, on sait jamais où est-ce que je m'en vais après. Là. Ouais, mais il faut pousser ce discours-là parce que justement, j'entends des gens me dire, tu sais, comme là, l'école, il faut que ça soit fini là, ou comme je peux jamais y retourner plus tard. Je suis comme l'école est toujours là. L'école est toujours là. Puis tu sais, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a de plus en plus une espèce de discours de rentabilité de l'école. Il faut que tu ailles chercher un diplôme qui va. La raison d'être d'une université, c'est de donner des diplômes qui vont permettre aux gens d'aller chercher des jobs qui vont payer plus de taxes. C'est comme. Ça peut être plus que ça, l'école aussi. Ouais, 100%. Faudrait. Et tu sais, moi, la question que j'aime poser aux gens, c'est genre quelqu'un qui a, mettons, une maîtrise en histoire de la Grèce antique qui travaille dans un McDo qui flippe des burgers, est-ce que ça a de la valeur? Puis il y a bien des gens qui vont dire, ben non, il a perdu son temps. Moi, je veux dire, oui, ça a de la valeur. Ben oui. Ça a de la valeur pour cette personne-là qui s'est améliorée en tant qu'être humain, peu importe qu'est-ce qu'il fait d'emploi par la suite. Je veux dire, on a une personne qui est mieux instruite, qui va avoir un bagage complet beaucoup plus intéressant. Peu importe qu'est-ce qu'il fait comme travail, dans le reste de toute sa vie, ça va avoir de la valeur pour lui et pour toutes les autres personnes. Mais je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que, dans le fond, on a tous payé pour ses études à cette personne-là pour qu'en bout de ligne, il redonne pas? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Parce qu'en effet, la question se pose. On a des ressources limitées. Est-ce qu'on devrait vraiment dépenser nos ressources à aider quelqu'un à fantabuler, à faire de la philosophie plutôt que, bon, ben, on a absolument besoin d'électriciens? La question est très bonne et légitime. Là-dessus, ma réponse, c'est souvent que les formations les plus intéressantes sont souvent les moins chères. Ça coûte pas cher faire de la philo. Ouais. T'as pas besoin d'un laboratoire rempli de machines à 100 000 $, pour faire de la philo. Alors, il y a une question de contingentement avec les ressources, avec les coûts qui est parfaitement légitime, mais dans la mesure où il y a des choses qui peuvent se faire à très faible coût, je pense que si on peut offrir ça à tout le monde, qu'on devrait le faire. Ouais, parce que je pose la question parce que dans le fond, récemment, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, puis vous allez comprendre de qui je parle, puis qu'on disait que notre système paye pour les professeurs, les études pas les professeurs, les médecins, les docteurs. Donc, est-ce que par après, ils devraient être obligés, on avait eu la discussion, je pense, avec Samy, de faire, exemple, un minimum de 5 ans dans le public pour ensuite peut-être faire le move vers le privé, étant donné que la société a payé pour leurs études. Si je m'abuse, il y a une loi qui est en train de se propose passer. ça présentement, la loi 82, je pense. Le projet de loi 82. Mais tu sais, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Là. Les forces armées ont longtemps eu et ont encore un programme du genre où ils vont te payer un salaire et payer tes études et en échange, tu leur dois une certaine période de temps par la suite. Je suis pas opposé à ça tant que c'est fait avec parcimonie, parce que ça devient vraiment facile après ça tomber dans une espèce de logique en anglais on dit indentured servitude, c'est une espèce de servitude où tu n'as pas le droit de quitter. C'est dire à quelqu'un tu n'as pas le droit de quitter le Québec et tu dois travailler, on n'est pas loin de l'esclavage. Puis j'ai de la misère avec ça. Ça se justifie, il faut que ça se justifie par les besoins, il faut que ça reste toujours optionnel, puis je pense qu'il faut toujours avoir une porte de sortie économique quelconque, mais en principe, je pense que c'est un bon principe. Là, ça va être tough parce que j'ai le goût de partir genre sur 7 heures avec chaque sujet avec toi. Moi, j'avais une petite question rapide après avoir fait Londres, Université Laval, McGill, New York. Y a-tu des différences majeures vu que tu as étudié à tous ces endroits-là? Tu dis que tu aimes l'école. Y a-tu vraiment des choses charnières que tu dirais, hey, je prendrais une partie de Londres que je ramènerais ici, ça c'est une bonne idée de New York de faire ça comme ça? Est-ce qu'il y a des lacunes de notre côté à avoir comme étudié partout que tu as vraiment vu? J'ai de la misère à répondre parce que à Laval, j'ai étudié le génie civil. Ouais. À McGill, j'ai étudié le droit. Et puis à Londres, j'ai étudié la philosophie de l'économie des sciences sociales. C'est des sujets qui sont tellement différents. Il aurait quasiment fallu que j'étudie trois fois la même chose à 3 endroits différents pour voir les approches différentes. Je pense que les différences que j'ai vécues sont beaucoup plus liées à la matière que liée à la culture locale. Mais c'est sûr qu'il y a des différences, oui. L'Université Laval, en génie, forme des gens pour qu'ils deviennent des ingénieurs au Québec. McGill forme des avocats pour qu'ils deviennent des avocats, surtout au Canada, un peu aussi aux États-Unis. À Londres, à la London School of Economics, eux, ils forment des gens pour qu'ils aillent n'importe où dans le monde. Puis ça se voit dans les approches, dans la généralité versus la spécificité. Mais je pense que généralement, si tu vas étudier le génie à l'Université Laval, c'est probablement parce que tu veux faire quelque chose dans ce genre-là, puis c'est parfaitement adapté à ça.
Je posais la question, j'ai beaucoup d'amis français dans mon cercle qui sont venus ici pour du travail études qui finalement sont restés. Puis ils disaient que, tu sais, avoir un 78-80, ou je sais plus comment ils notent à cette heure, si c'est des lettres ou des chiffres, en tout cas. Mais arrivé ici à l'Université Laval, ils pétaient des scores, il y avait comme quasi tout le temps 100, que vraiment, genre, la barre ici au niveau de la correction était comme vraiment plus basse, puis il était beaucoup plus rigoureux en France, sur la finalité de ton travail. Enfin, c'est pour ça que je me disais peut-être qu'à Londres, c'est peut-être plus intense comparé à ici, on en laisse plus passer. Est-ce que le niveau de l'école en entier est peut-être plus bas? Est-ce que c'était... Je pense que l'exigence est beaucoup plus élevée quand tu te compares aux gens avec à tes pairs. Mais je veux dire, quand j'ai fait mes études en génie à l'Université Laval, là, si t'avais un B-, t'étais un génie. Là, t'étais comme le top des... C'est ça, c'est la réalité des études en génie. Généralement, c'est que les notes sont relativement basses. À McGill en droit, il disait pas qu'il y avait une courbe, il y avait une moyenne obligatoire. Il fallait que la moyenne de n'importe quelle classe soit un B. Alors, si tu es avec une classe où tout le monde est incroyablement intelligent, très studieux, puis toi, tu es à peine capable d'être dans le groupe, tu vas avoir un B, même si à t'être retrouvé avec une classe où les gens étaient peut-être un peu moins travaillants, tu aurais eu un A. Moi, je mets pas trop d'emphase sur les notes, sincèrement, depuis ce temps-là. Ouais, ça varie aussi selon les classes, puis selon les cohortes et tout et tout. Bon, moi, j'ai essayé de me faire la personne qui restructure ce style. On va y aller avec certaines affaires. Parce qu'en fait, on a puisé ces questions-là, en fait, en épluchant ton contenu, tu sais, puis j'en avais identifié quelques-unes. C'est ça, définitivement. Celle-là, du type et du Subway. Moi, c'est quelque chose que tu voulais vraiment y aller. Ouais, non, moi, je voulais vraiment commencer par ça, parce que les autres vont être plus longues à approfondir, j'ai l'impression. Ouais, tu types pas au Subway? Non, généralement, non. Ouais. Et puis... Je réalise que quand je dis ça, les gens sont comme « Ah, t'es donc bien cheap! » La notion du type, c'est... Je comprends qu'il y a bien des employés que sans le type, ne sont pas capables de vivre dignement. Mais un employé qui fait son travail, qui travaille à temps plein, honnêtement, ne devrait pas dépendre de la largesse optionnelle d'une clientèle à son boss pour bien vivre. Et puis, chaque fois qu'on participe à ce processus-là, qu'on le normalise, le boss peut se virer de bord et dire « Ben moi, je suis pas obligé de te payer plus que ça, tu reçois des types. Et je pense que ça, j'ai été boss boy, là, je sais c'est quoi vivre des types. Et je pense qu'on devrait exiger mieux du côté juste du respect de la valeur du travail de quelqu'un. Si tu fais un travail... La personne que tu enrichis pour ce travail-là devrait te payer sa juste part, l'espèce de phrase fétiche de bien des gens. Et ça ne devrait pas être au client de ton boss de payer ton salaire de façon optionnelle s'il a décidé qu'il t'aimait à faire cette journée-là. Je pense que c'est pas correct de faire ça au monde. En plus, si je ne m'abuse, au Subway, c'est pas des jobs qui sont comme des serveurs, c'est-à-dire que le salaire est moins... La loi, en effet, ne considère pas que les travailleurs au Subway sont des travailleurs à pourboire. Alors, en théorie, le salaire minimum devrait être adéquat. Je ne pense pas que le salaire minimum est réellement adéquat, mais ça, c'est une autre question sociale. Ouais, non, aussi dépendamment, c'est ça, des backgrounds des gens. J'ai le goût de continuer quand on est allé à un restaurant X pour le... je veux pas le nommer, pas X parce que c'était... il était fâché. J'étais fâché parce que j'ai travaillé en restauration aussi longtemps, puis on est allé avec nos parents dans un restaurant avant le temps des fêtes, avant qu'ils quittent pour voyager, puis on a eu un service horrible. J'ai travaillé à pourboire. Puis moi, je me rappelle que si j'étais dans le jus, j'avais donné moins de service à une table puis que j'avais comme pas un 15% ou quelque chose. J'étais comme, ça me réveillait tout de suite. Puis j'étais comme, ok, j'ai vraiment donné moins d'attention. Mais tu réalises l'incentive que ça donne à ton boss à ça. Ça veut dire qu'il peut te mettre dans une situation où tu es surtravaillé et puis c'est toi qui vas payer de ta poche la différence parce que tu n'es pas capable de donner le meilleur service à tout le monde. Absolument, mais là, après ça, c'est à moi aussi, dans le service, moi, on avait la chance de changer de restaurant et d'aller travailler aussi un peu où ce que je voulais. Tu sais, si mon boss va réagir comme ça, je vais aller dans une place où il y a une meilleure structure puis où que tout le monde est à sa juste valeur. Et j'avais cette chance-là aussi, puis dans nos années présentement, que je pouvais dire, je pars dans 2 semaines, je m'en vais ailleurs, c'est beaucoup mieux fait là-bas, beaucoup mieux géré. Mais où mon propos était de venir, c'était on a eu un service horrible, j'étais comme, faut se rappeler que le type est optionnel. Puis là, je vais mettre beaucoup de personnes dans la restauration à dos, mais
flag blanc. Mais techniquement, j'ai c'est un fait. Là. Oui, le type est toujours optionnel. Même mais- pour les travailleurs qui sont légalement considérés travailleurs à Fait que pourboire, moi, ça reste optionnel. Ça me gêne pas de donner en bas du 15% puis de donner la valeur du service que j'ai eu au moment de ma présence là. Peut-être qu'effectivement la structure derrière n'était pas là puis qu'ils travaillaient moins, mais moi je me rappelle que si j'avais moins de types, ça me donnait un wake-up call, puis les tables par la suite, j'en ai un excellent service, puis j'essayais de me rattraper, puis je fais c'est vrai, faut pas que j'oublie que je suis là pour travailler, c'est mes clients, j'ai peut-être perdu du temps avec une autre table, puis c'était plus un wake-up call. Mais là, justement, on s'obstine en famille, puis tout, de « Ah, mais là, je peux pas donner moins de 15%. » Puis je suis comme « Ben oui. » Je pense que c'est ça, c'est un peu l'incitatif à la personne de dire « Hey, tu sais, tu travailles pas fort, là, tu devrais peut-être donner un petit oomph. » Ça, je reviens d'un an à Londres, il n'y a pas de type à Londres, puis le service n'est pas mauvais. Ouais, Il n'y a pas de type en France, mais le service, c'est pas excellent. Ben, peut-être que c'est plus une condamnation de la France que c'est une condamnation du type. Là. Ouais, mais c'est parce que moi, je posais ça parce qu'avec les cafés puis tout, parce qu'on parlait du Subway, là, mais je rentre les cafés et tout là-dedans, c'est devenu extrême. Là, c'est rendu, genre, ça commence à 18%. Ou tu sais, même mon barbier, ça commence à 18%, puis je suis comme... Ouais, c'est 18%, mais en dessous, c'est écrit bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai. Je suis comme excellent, c'est rendu, je te donne le double. Ouais, genre, c'est terrible, mais puis on se sent mal, tu sais, justement. Ça vient 100% chercher dans notre feeling, puis définitivement qu'en tant que boss, en affichant ça sur tes iPads de pourboire et tout, tu le sais que tu vas faire une marge de, comme capital de sympathie de les gens se sentent cheap, fait qu'ils vont quand même tipper. Tu sais, quand je m'en vais dans un café un peu fancy, puis je prends un latte à 7$ parce que ça m'arrive de prendre des mauvaises décisions économiques de temps en temps. Puis là, je suis comme, je veux pas avoir de la cheat. C'est rien 1,60$ de plus. Mais le 1,60$ fois le nombre de gens qui passent là, ben, ultimement. Mais si le café était à 8,60$ au lieu de 7$, l'aurais-tu pris? Mais peut-être encore. C'est ça. Ça, c'est un problème à moi, tu sais. Mais ouais. Oui, sûrement. Parce que là, je me dis, il y a des cafés encore plus chers que ça. Là, c'est terrible, là, mais c'est terrible. Des espressos à 6$, faut que ça cesse. Mais, ouais. C'est définitivement quelque chose qui me trigger. Pas autant que ma prochaine question, qui est, toi, t'assumes que tu payes la facture en date. Oui. Et tu le dis sur TikTok. Je l'ai dit sur TikTok, As-tu survécu aux commentaires? Oui, non, mais parce que je réalise la contradiction dans le geste. Ouais. Parce que je le dis sans problème, je me considère féministe. Pour moi, ça veut dire vouloir l'égalité légale, politique, sociale, économique des sexes. I'm a clip that one. Ouais, c'est ça. Et puis, si on est quelqu'un qui veut ça, surtout, je réalise, là, je reviens de parler de je ne type pas parce que je veux pas participer à un système économique que je crois inapproprié. Puis là, je viens de me virer de bord, puis je dis, je veux l'égalité économique des sexes, mais c'est moi qui paye la date. Il y a une contradiction, là. Ouais. Il y a évidemment une contradiction, C'était là. pas voulu du tout. Je l'accepte, cette contradiction-là. Je deviens vieux. Quand on devient vieux, éventuellement, on embarque dans... Il y a des habitudes que je dis, écoute, non, c'est pas logique mon affaire, mais cette habitude-là, je vais vivre avec l'hypocrisie de mon habitude. Je me sens juste plus confortable à le faire. Ouais. À cause de ton éducation ou des années dans lesquelles tu as été élevé ou de la manière dont tu as été élevé, tu penses que ça vient de où? Ouais, mais je pense que c'est ça. Ça vient d'une culture qui est encore, une culture qui nous est inculquée encore avec beaucoup de principes. De fierté. On peut dire de fierté, on peut dire de galanterie. Ouais. On peut parler de sexisme positif, on peut parler d'espèces de... Il y a plein de façons d'aborder ça, mais fondamentalement, ça reste que c'est une éducation sociale de rôles genrés qui m'ont été inculqués par ma société, puis on a tous grandi dans une société qui fait une éducation des rôles de genre très rigide. Ben, moi, c'est dans les habitudes, puis je considère que ça fait pas suffisamment mal pour que je change mon habitude, alors... Ouais. Je vais continuer à le faire, même si ça ne cadre pas avec mes valeurs, je vais continuer à le faire. Mais on dirait que moi, la manière que j'ai réussi à le justifier récemment, c'est en me disant, si la taxe rose existe, ben ça c'est ma taxe, peu importe la couleur que vous voulez donner aux hommes, là, la taxe bleue, mettons, là. Mais c'est comme ça que j'accepte de payer en contrepartie, puis je veux dire, il n'y a pas juste ça, là, mais ultimement... J'ai comme assumé récemment qu'il y a certaines choses que économiquement que je devais porter sur mes épaules, étant donné qu'il y a plein de choses que les femmes portent pas, ne peuvent pas se sortir de et doivent porter sur leurs épaules facto. Puis il y a beaucoup de gens qui disent c'est pour compenser le fait que les femmes ont à payer beaucoup plus cher en maquillage pour être à l'affût des normes sociales, que les femmes sont moins bien payées, alors on veut faire une espèce de retour là-dedans, mais tu dis la taxe rose, je te pose la question, puis là tu vas voir l'esprit philosophe là-dedans. Tu réalises qu'en tant qu'homme, tu n'as pas à payer la taxe rose, donc tu veux compenser les femmes d'autre façon, alors tu payes les dates. Si tu sortais en date avec des hommes, tu compenserais la taxe rose comment?
Je ferais des dons, man. Je sais pas. Genre, dès que je verrais une fille sur la rue, j'ai comme, ça serait encore pire. Faut pas ça. Faut pas que je fasse ça. Je dis pas ça pour t'attraper. Moi-même, j'assume que ça cadre pas dans mes valeurs, mais je le fais parce que l'habitude est là. Puis c'est trop tough la casser. Ouais, c'est ça. Faisons du sexisme positif. J'ai bien aimé ce commentaire. OK. J'enchaîne avec anglais ou français. Français. Ouais, t'as dit français. Ouais, je suis bilingue. T'es bilingue? Oui. T'es aussi... c'est ça, t'es allé à l'école en anglais, donc il y a une partie de ta famille qui est anglophone? Oui, ma mère vient d'une famille d'origine irlandaise. Okay. On remonte assez loin, là. Mais ma mère a fait son primaire, son secondaire en anglais. Je viens d'une famille... bilingue. Mon père fait son primaire secondaire en français. Alors, à la maison, c'était... À la maison, c'était les deux. OK. À la maison, c'était vraiment les deux langues. Et c'est encore aujourd'hui les deux langues. C'est ce qui fait quand même une espèce d'identité un peu intéressante des fois. Ouais. Mais je préfère le français. T'sais, pour moi, l'anglais, c'est ma langue de travail dans plein... Quand je travaillais à New York, évidemment, quand j'étais à Londres. Mais alors... ma langue intellectuelle, c'est peut-être plus l'anglais, mais la langue de mon cœur, c'est plus le français. La langue de ma culture, la langue de mon identité, la langue de mes amitiés, c'est beaucoup plus le français. Surtout venant d'un jeune de Québec et non Montréal, j'ai l'impression qu'au moins en ayant été étudié en anglais, ça t'a ouvert au monde. Parce que souvent, on est... principalement à Québec, là. Surtout là, ça commence à être de plus en plus bilingue, si je pourrais dire. Là. Mais avant, on parlait jamais anglais. J'entends à Québec, beaucoup plus d'anglais dans les rues à Québec. Aujourd'hui, que il y a 20 ans. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout que toi, je sais pas quel âge que tu as, mais tu sais, à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, il devait avoir quoi? Une école anglaise à Québec? Il y avait 3 écoles primaires et 2 écoles secondaires. OK. Parce que c'est encore même tabou. C'est encore même tabou aujourd'hui d'avoir des écoles anglaises au Québec, là, tu sais. Mais c'est surprenant venant d'un petit gars de l'île d'Orléans en plus, là, tu sais. Mais ça t'a ouvert au monde. L'anglais t'a ouvert au monde, là, tu sais. Oui, puis une chose que je rappelle souvent aux gens, c'est que la communauté anglophone à Québec, c'est pas il n'y a pas une communauté anglophone du Québec, ça n'existe pas. Il y a plusieurs communautés anglophones partout qui sont totalement différentes. La communauté anglophone à Québec, souvent, on ne réalise pas qu'elle est là parce qu'elle est tellement bien intégrée. Tous les anglophones de Québec parlent français comme moi, ou presque. Alors, tu sais, si je veux pas que quelqu'un sache que je suis anglophone, il le saura pas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour, par exemple, la communauté anglophone de Montréal ou d'autres communautés anglophones qui sont encore, disons, un moins bilingues, moins intégrés à la majorité francophone qui les entoure. Alors, ça fait que c'est une réalité qui est assez différente, mais définitivement, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues si c'était pas du fait que j'avais pas juste une maîtrise de l'anglais, mais un confort avec l'anglais que je pense même beaucoup de gens, beaucoup de francophones qui sont parfaitement bilingues n'ont pas nécessairement le confort. Le confort aussi, c'est un élément clé. Sur les réseaux, t'es-tu juste en français? J'ai pas vu... J'ai un compte en anglais. J'ai un compte en anglais qui m'intéresse un peu moins. Je fais moins souvent. T'intéresses moins? Ben, moi, je suis pas intéressé à faire du contenu en anglais sur les médias sociaux. J'en fais un peu, puis généralement, quand j'en fais, c'est spécifiquement pour donner un point de vue québécois sur un sujet qui implique le Québec d'une façon où, généralement, les non-francophones comprennent pas un élément culturel québécoais. Ça va beaucoup plus être ce genre de vidéo-là. Il doit y avoir du contenu en maudit à faire d'abord. Si je voulais que faire ça, je pourrais en faire à temps plein puis avoir des centaines de milliers de views, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a déjà assez de bruit dans ce monde-là que je suis moins intéressé. Parce que regarde un preach de ce monde, puis à cause que son contenu est en anglais, il a explosé mondialement, puis c'est un des plus gros YouTubers québécois, là, tu sais. Ouais, puis en plus, justement, quand tu parles de la relation, je t'ai entendu sur un autre podcast parler de comme le rest of Canada, puis le Québec, tu sais, ultimement, puis moi, j'ai vécu à Toronto pendant quelques années, puis je l'ai senti aussi que, on vit dans le même pays, puis on se comprend vraiment pas, fait que définitivement, il y a des moyens d'aller dire un mot-clé qui va trigger vraiment beaucoup de gens, c'est-à-dire tout un pays, mais c'est cool que tu aies fait ce choix-là, quand même, de pousser vers le français. Es-tu indépendantiste, te considères? Je suis nationaliste. Ouais, nationaliste. J'ai aucune misère à dire que je suis nationaliste. Côté, on me pose souvent la question, tu sais, es-tu souverainiste, es-tu fédéraliste? Pour moi,
un pays, c'est une entité politique. Une entité politique, tu sais, ça n'existe pas comme la table ici. Là. Tu vas jamais être capable de cogner. C'est quelque chose qui existe purement dans nos têtes. C'est conceptuel. Alors moi, je vois ça plus comme un outil. Je dis toujours, si quelqu'un présente un projet de souveraineté qui mène à des choses super belles, puis que j'ai confiance que c'est ça que ça va être, ben c'est sûr que je vais prendre le projet au sérieux, puis c'est sûr que je vais regarder ça, puis je vais pas m'arrêter au fait que, bon, ben on va dessiner une ligne sur une carte à quelque part. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est juste des idées qu'on se donne nous-mêmes. Mais il faut qu'il y ait une raison de le faire, puis présentement, dans les projets souverainistes qui ont le plus de vent dans les voiles politiquement, ça semble être la fin, c'est de créer un pays, et je vois pas de pourquoi. Et puis, non seulement je vois pas de pourquoi, ce qui m'inquiète, c'est que le projet semble être essentiellement, ben, embarque dans notre bateau, puis ensemble, on décidera où est-ce qu'on va aller. Moi, de nature, je suis quelqu'un qui est très, très inconfortable avec l'exercice du pouvoir. Et puis ça, je vois un potentiel d'une centralisation d'un pouvoir très, très grand, sans une direction, sans barème, sans quoi que ce soit. T'sais. Si quelqu'un était pour présenter un projet de souveraineté qui vient avec une constitution du Québec qui dit très clairement ça va être quoi les droits fondamentaux, qui dit ça va être quoi les procédures pour amender la constitution si on veut les changer, ça va être quoi notre processus législatif, ça va être quoi les droits des minorités, tout ça. Là, je serais intéressé à regarder ça. Mais présentement, je le vois pas, puis ce que je vois, c'est ben on devrait avoir un pays juste pour avoir un pays, puis ça, c'est... Je comprends que c'est émotif, je comprends qu'il y a bien des gens pour qui ça, c'est une bonne raison de le faire. Pour moi, c'est pas suffisant. Mais ça vient d'où ce sentiment-là de vouloir comme être ton propre pays? Mais c'est ça que je me pose moi, la question. c'est un truc qui plus jeune, très nationaliste. En vieillissant, j'étais comme mais tu sais, ça serait bien d'être un pays. Puis là, j'en redeviens un peu nationaliste. Mais je suis comme entre les deux un peu aussi. J'ai vraiment de la difficulté à me positionner là-dessus parce que j'ai l'impression que tout le monde est très tranché par rapport à ça. On en viendra à gauche-droite tantôt aussi. Là. Mais j'ai l'impression que on est différents, les Québécois, à 100%, culturellement, du reste du Canada. Ça, il n'y a pas de doute. Là. Passe 10 minutes en Ontario, tu le sais tout de suite. C'est très vrai. J'aime les Ontariens, là, c'est clairement pas le même monde que nous. 100%. Puis on dirait que le projet de se séparer, ultimement, c'est que par peur, de mon point de vue à moi, c'est que par peur de vouloir protéger ça, de ne pas perdre ça, de ne pas perdre notre différence, de réussir à protéger notre langue, etc., etc., Mais un peu comme toi, j'ai l'impression qu'à part ça, il y a comme pas de projet supplémentaire. On dirait que c'est que dans la protection puis dans la peur. Puis quand je vois des gens comme toi qui parlent les deux langues, qui sont capables de vivre dans les deux mondes, tu parles avec nous en ce moment, mais tu slangs pas en anglais puis tu respectes ton français. Ultimement, je me dis, ben crime, on est tous capables de s'élever à ce niveau-là. Là, on est tous capables de parler plusieurs langues, mais d'en respecter une qui est notre langue nationale, de respecter notre culture, de respecter nos contes, nos traditions, peu importe. Puis j'ai l'impression que ce discours-là, il est très peu... il y a très peu de promotion autour de ça, de comme, hey, la gang, on est capable d'avoir des écoles anglophones puis de parler français pareil, tu sais. C'est tout le temps la peur de l'anglais, le fameux discours de, ben, j'étais allé au café puis on m'a dit, genre, hello, puis j'ai dit bonjour, puis la personne a continué à me parler en anglais, puis ça m'a mis en tabarnak. Oui, mais on peut réussir à pousser le discours francophone dans un Canada, même s'il y a de l'anglais autour, puis on peut continuer à vivre avec ces deux langues-là. Je sais pas si je suis fou de penser ça, mais... Il y a comme deux visions différentes qui s'affrontent autour du Canada. Et ça revient au fait que la notion de l'identité canadienne, puis là je l'utilise le mot en anglais intentionnellement, là, ça, c'est les Ontariens puis tout ça c'était jamais supposé être une identité nationale canadienne. Le Canada, c'était supposé être une espèce de proto-Union européenne, si on veut. Puis je veux dire, il y a dans le sens en 1867, l'idée d'une Union européenne, c'était pas encore totalement mûr, les exemples politiques n'existaient pas, mais le Canada, comme n'importe quelle fédération, les États-Unis aussi, d'ailleurs, c'était supposé être ça. T'étais pas supposé t'identifier à la fédération. Une fédération, c'est une alliance de convenance entre des peuples différents. C'est pas supposé devenir ton identité. Par exemple, un Allemand n'est pas obligé de se sentir espagnol pour comprendre la valeur, l'utilité de l'Union européenne. Le Canada, c'était supposé être ça. Sauf que l'identité anglo-canadienne avait besoin d'exister en opposition aux États-Unis. Alors c'est là que plusieurs gouvernements successifs canadiens ont fait du nation building, ont tenté de créer une identité canadienne.
qui était nécessaire pour le Canada anglais, mais qui n'était pas nécessaire au Canada français. Le Canada français avait 250 ans d'histoire de plus, avant même que le Canada soit né. Ce qui fait que, tu sais, alors, il y a des forces au ROC, le Rest of Canada, qui veulent créer une identité nationale unique, une culture unique. Puis pendant ce temps-là, le Québec, on a déjà notre affaire. Puis non, c'était pas ça roule, là. On n'était pas supposé. Je suis très content, très confortable à être dans une alliance économique et militaire et politique avec l'Ontario, mais je veux pas être ontarien. Et puis ça, il y a beaucoup d'Ontariens qui ne le comprennent pas. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi je fais beaucoup de vidéos en anglais où je parle de ce genre de choses-là. Je pense que je ne suis pas satisfait avec l'état actuel du Canada non plus. Là. Je ne pense pas qu'on devrait juste accepter les choses comme elles le sont. Mais si on est capable d'arriver à une entente avec les autres identités canadiennes, parce que il n'y a pas une autre identité canadienne. Quelqu'un des Maritimes, quelqu'un de l'Alberta a une vie très, très différente aussi culturellement. Si on est capable d'arriver à une entente, une réelle entente post-nationale de la Fédération canadienne, l'identité québécoise, après ça, pourrait partir prendre son envol avec tout l'appui économique, avec tout l'appui militaire, avec tout l'appui politique, toute l'influence qu'on est capable d'avoir, toute l'aide qu'on peut apporter aux autres communautés francophones à travers le Canada par une alliance politique. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi comme projet. Mais si ça s'avère complètement impossible à faire, ben là, c'est sûr qu'on va regarder d'autres options aussi. Ouais, c'est ça. En plus, le Canada étant une immense terre d'accueil, puis avec le futur, mettons, climatique qui nous attend, on dirait que de plus en plus, comme on peut être un pays avec une grande pluralité culturelle, tu sais, puis d'assumer ça, puis de bien vivre avec ça. Mais il faut se parler et se communiquer. Puis des gens comme toi, ben ça aide ultimement à pousser le discours. Mais dans tes questions, il y avait tout l'aspect économique d'une séparation aussi. Là. Ouais, toi, ça te stresse. Parce que c'est moi, pas que ça me stresse, on dirait que tu dors pareil la nuit, là, mais... Ça vaut pas la peine de manquer de sommeil pour ça. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, il y a toujours... Tu sais, là, c'est les fêtes. Fait qu'il va toujours avoir des regroupements dans les familles, puis on va parler de séparation, puis pour qui vous allez voter, etc., etc. Moi, j'ai toujours dans la tête l'aspect économique aussi, de me dire comme on reçoit quand même une péréquation de 14 milliards venant des autres provinces, des Canadiens. Tu sais, fait qu'eux autres nous voient genre d'une façon de faire comme « Hey, vous prenez pour qui vous autres? Là? Vous voulez qu'on se sépare? » Mais finalement, genre, on vous donne 14 milliards. Tu sais, Terre-Neuve, là, présentement, ils ont même plus de péréquation. Ils reçoivent plus. Ils sont rendus qu'ils donnent. Parce que, économiquement, en tout cas, c'est... Mais, puis là, ben, eux autres, on exploité leur électricité à 2 cents depuis longtemps. Là, là ça vient d'être signé à 4 cents, puis c'est plus legit. Mais bref, tout ça fait en sorte que crime, j'ai l'impression qu'on est le... On a notre culture est incroyable. J'adore la culture québécoise, puis il faut qu'on travaille fort là-dessus pour la garder. Mais on est... Le petit cousin est fatigant dans la famille. Genre, on est gras dur on est gras dur, on veut l'argent du beurre, puis en tout cas, tu sais. Le beurre, l'argent du beurre. Tu sais, de un, la formule de péréquation, je la comprends pas. Là. C'est juste que je me considère quelqu'un d'une intelligence normale. Je suis pas capable de comprendre la formule de péréquation, mais peu importe. T'es une intelligence normale. En tout cas, c'est aussi, c'est bien facile pour que les Albertains adorent dire ça. Ah, ouais, mais on vous envoie 14 milliards. Sauf que si les Albertains sont capables de nous envoyer 14 milliards, c'est parce qu'on a passé 20 ans à subventionner le développement de leur secteur de l'énergie. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose derrière la péréquation. Là. La péréquation n'est pas tombée du ciel hier matin. Il y a toute une histoire derrière ça. Mais pourquoi nous autres, on ne pourrait pas justement prendre nos ressources aussi, les exploiter comme eux autres l'ont fait? C'est qu'on fait des choix, sociaux différents qui sont parfaitement légitimes, je pense. Mais tu sais, même... Oui, absolument légitimes, mais c'est pour ça que je dis que eux autres nous regardent voulant dire comme, hey, regarde, vous voulez avoir tout, mais vous le faites pas ce que nous on a fait. On les aide dans plein d'autres domaines. Ultimement, c'est ça, c'est comme cette collaboration-là qui fait qu'au final, une collaboration qui, comme tu dis, il y a 20 ans ou 30 ans, on participait sur X projet, puis au final, on a des retombées à la fin Y, mais c'est que c'est tellement long qu'on le voit plus au final. Ouais, puis je fais très attention aussi pour pas espèce de lancer dans des espèces de guerres d'économistes où un tel dit que ben non, la péréquation, si le Québec était souverain, avec tous les économies qu'on ferait dans tous les dédoublements fédéraux, ça reviendrait à rien. Il y en a d'autres qui diraient non, ce serait impossible. Moi, je suis convaincu que le Québec est économiquement viable à être un État entièrement souverain, séparé de la Fédération canadienne. Est-ce que le Québec serait plus prospère ou moins prospère? À court, moyen terme, peut-être un peu moins, mais je pense pas que ça voudrait dire qu'on aurait de la famine, puis des gens qui crèvent de faim, puis nos écoles tomberaient en ruine. Là, on resterait un pays du premier monde, on resterait capable on aurait toute la prospérité nécessaire pour s'occuper de notre monde. Je pense pas que... Puis ça, je veux dire, il y a des politiciens fédéralistes, je pense que Jean Chrétien a dit la même chose.
Non, il ne faut pas capoter. Là, le Québec, s'il devient souverain, ça ne va pas être l'apocalypse économique non plus. Là. C'est juste, je pense pas que c'est désirable pour d'autres raisons, mais ultimement, si on décide de faire un pays, il faut que ce soit un plan social qui dépasse juste des économies de fonds de tiroir. Puis, c'est-tu ça qui presse, mettons? Tu sais, mettons, moi, je regarde les problèmes dans le monde, puis Dieu sait que ces temps-ci, il y en a... Dieu sait, je veux plus jamais dire ça de ma vie. Mais il y en a pas mal, mettons, puis on dirait qu'il y a certaines priorités qui me viennent en tête, là, avant là, de se séparer ou quoi que ce soit. Là, en partant, le climat, peut-être, des choses comme ça, à régler. Ben, puis parlant justement du climat au Québec, on a l'or des futures années, là, avec l'eau. Ouais, effectivement. Je pensais que tu disais qu'on avait beaucoup d'or, puis j'étais comme, ça va pas chier grand-chose quand ça va être en feu. Ça va être l'eau tantôt, l'or. Définitivement. Ben, le film de Big Short termine avec le gars qui dit qu'il investit tout dans l'eau. Anyway, on s'en parlera une autre fois. The Big Short, c'est le film sur la crise économique de 2008. C'est comme l'histoire vraie de toutes les personnes qui ont parié contre la bourse puis qui ont fait beaucoup d'argent. Puis après ça finit avec genre, vous savez que vous avez parié contre des gens qui ont perdu leur maison puis vous faites de l'argent sur le fait qu'ils sont rendus homeless. En tout cas, ça finit super triste, mais le gars à la fin, ça finit que il a tout vendu ses actions et tout, puis il a juste tout investi dans l'eau depuis 2008 parce qu'il voit d'avance que ça va être une problématique. Fait qu'il essaye de shorter l'eau dans le fond. Ouais. Il aurait dû mettre ça dans le Bitcoin. Bon, en parlant de Dieu, puis que je voulais pas aller là, j'ai dit, selon toi, est-ce plus facile de faire la politique sans la religion? Il a répondu non. Pourquoi? La religion, c'est quoi? Non, mais pour vrai, la question est importante parce que pour beaucoup de gens, la religion, c'est quoi? La religion, c'est aller à l'église, prier à Dieu, puis Dieu, c'est un vieux barbu invisible sur un nuage dans le ciel. C'est sûr que c'est ça ta conception de la religion. Ben, on va avoir une discussion assez courte. Mais la religion, c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, j'ai fait des études en économie et puis on parle souvent des mains invisibles du marché. C'est-tu de la religion, ça? Ben, c'est des illusions qui ultimement nous poussent ensemble à croire à des choses puis avancer en tant que société. Ouais. Right? C'est ça. Alors, croire à des choses qui ne sont pas vraies ensemble parce que ça a une utilité sociale. Je viens de définir la religion, mais je viens aussi de définir l'État. L'argent. Je viens de définir l'argent, je viens de définir bien des affaires. Ouais. Alors, tu sais, quand moi je dis la religion, c'est beaucoup plus que juste les images qu'on se donne, l'espèce d'idée que la religion, c'est de la superstition organisée. Genre. Je pense qu'il faut avoir une conception de la religion plus large que ça. Et puis, je pense que fondamentalement, nous vivons encore dans un État qui est largement religieux, dans ce sens plus élargi-là. Puis même, je dirais, une religion organisée. Une bonne façon de s'imaginer, de comprendre le Québec, puis quand j'ai à l'expliquer à mes amis à l'extérieur, souvent je dis, imaginez une société où c'est l'Église qui gère tout, c'est l'Église catholique qui gère tout, qui se débarrasse de l'Église catholique, mais on fait juste remplacer l'Église catholique par l'Assemblée nationale. Puis fondamentalement, c'est ça qu'on a fait. Je veux dire, maintenant, c'est l'Assemblée nationale qui est l'espèce d'autorité morale sur tout le monde. L'Assemblée nationale qui nous dit comment être un bon Québécois. L'Assemblée nationale qui est rendue à nous dire où aller aux toilettes à l'école. L'Assemblée nationale qui gère les hôpitaux. La plupart du reste de l'Amérique du Nord n'est pas organisée de cette façon-là. Ah oui, on n'est pas... Fait on a des faux laïcs, ultimement. Ben, je veux dire, laïque, ça veut juste... Le mot, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire laïque? Le mot laïque vient du grec, veut dire laïkos, qui veut juste dire du peuple. Alors, oui, on est laïque dans le sens qu'on n'est pas du clergé. Je pense que c'est clair là-dessus. On ne fait pas partie d'une religion organisée, mais pour faire de la politique, il faut avoir des croyances partagées qui ne sont pas tangibles. Et puis, si ça, c'est pas de la religion, dans un sens très, très large, je ne sais pas c'est quoi. Alors, si on veut partager une notion commune, il faut la créer, puis il faut que tout le monde y croit. Puis faire une distinction très très claire entre ça et de la religion, je reviens à dire c'est quoi de la religion. Et puis définissez-moi la religion, je vais pouvoir répondre un peu mieux, mais tel que moi je le comprends, toutes ces choses-là, c'est la religion aussi. Peut-être qu'on parle un peu plus des 5 grandes religions, mettons, connues ou qu'on apprend à l'école, puis qui ont peut-être... ultimement, en fait, tu me dis que pour toi, un système politique, c'est une religion, d'une certaine manière? Un système politique, c'est une construction intellectuelle partagée. Ouais. Ça s'approche à des notions
religieuse si on y ajoute de la moralité, et puis on le fait dans notre système politique. On s'attend au Québec que notre système politique agisse de façon morale et soit aussi un instructeur moral. Si on veut ajouter une notion de superstition, ben on a en masse des superstitions politiques, là. Je veux dire, si on peut ajouter après ça l'imagerie qu'on veut. Si vous allez à l'Assemblée nationale, faites le tour, c'est construit pour être grandiose, pour vous donner un sens de l'inspiration, tout comme les cathédrales l'étaient. On a évacué la notion de Dieu, on a évacué la notion de superstition, on a évacué la notion du surnaturel, mais il y a bien des religions au monde qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas de superstition, qui n'ont pas du surnaturel, puis on les comprend quand même comme des religions. Je réalise que c'est full ésotérique ce que je suis en train de dire. Non, mais ça se tient. Mais c'est juste que, tu sais, on légifère sur la religion, puis il n'y a personne qui est capable de me dire c'est quoi la religion. Puis la plupart des gens vont dire, ben non, mais tout le monde sait c'est quoi la religion. Ok, ben dis-le moi. Ouais. Puis j'ai de la misère à trouver des gens qui sont capables de le faire. Et c'est pas pour dire qu'on n'a pas des enjeux importants de laïcité. Mais ce qu'il faut, je pense, voir, c'est au lieu d'essayer d'avoir une notion de religion en général, il faudrait plutôt avoir des notions d'organisation religieuse. C'est de la même façon, par exemple, qu'on est capable de reconnaître qu'une compagnie, ça existe. Ben, il faudrait qu'on soit capable de reconnaître qu'une institution religieuse existe. Il faut absolument encadrer la place des institutions religieuses, parce qu'ils peuvent venir en compétition les unes aux autres, parce qu'ils peuvent créer toutes sortes de problèmes sociaux quand on n'est pas d'accord sur quelle institution devrait être celle qui dit que c'est la morale ou non. Mais ça, c'est pas la même chose que juste dire on veut légiférer la religion dans son ensemble. Bon, je vais faire une analogie un peu boiteuse, mais il y a une vingtaine d'années, on a adopté une loi contre le gangstérisme. Et puis pour ça, il a fallu définir c'est quoi une gang. C'est tough de définir c'est quoi une gang, là. Je veux dire, nous, on est 4 autour d'une table parce qu'on est une gang, clairement pas. Mais la mafia à l'époque disait ben non, on est juste une gang d'amis. Ouais, c'est ça. Alors il a fallu avoir une loi qui a défini c'est quoi une gang, puis on est arrivé à la loi contre le gangstérisme qui a une définition très bonne de c'est quoi une gang. On devrait être capable d'arriver à une définition de c'est quoi une institution religieuse organisée et encadrer ça au lieu de commencer à encadrer ce qui se passe dans la tête des gens quand ils font un geste quelconque. T'sais, si je porte un foulard parce qu'il fait froid, c'est pas religieux. Mais si je porte exactement le même foulard avec une intention religieuse, là, ça devient un problème. Alors, on est en train de légiférer mon intention, pas un geste. Puis commencer à faire des lois sur ce qui se passe dans la tête des gens, j'ai de la misère avec ça. Puis je vais pas emporter plus de problèmes dans cette réflexion-là, mais ultimement, les gens qui vont réfléchir ces définitions-là n'ont pas un biais eux aussi, ultimement. Oui. Oui. Je pense que justement, si on est capable de regarder dans les lois qu'on a adoptées au Québec dans les dernières années, une définition implicite de la religion semble sortir. Puis la religion, c'est tout ce qui ressemble au catholicisme dans son organisation, dans ses dogmes, dans ses doctrines, sauf le catholicisme, parce que ça, c'est culturel. Alors, tu sais, je commence en tout cas, j'ai bien de la misère avec ça, pas parce que je suis contre la laïcité, je suis farouchement favorable à la laïcité. Je pense pas qu'on devrait avoir des dogmes qui viennent d'institutions religieuses qui ont une influence dans la vie civile, absolument pas. Mais c'est que la façon qu'on est en train d'essayer de légiférer ça, on recrée une église catholique qui a comme pape le premier ministre. Puis je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça. J'en suis bouche bée. Non, mais c'est tout vrai, mais après ça, c'est parce que on dirait que ton niveau de réflexion est tellement poussé que quand on... Ben c'est ça, explique ça à un électeur en 30 secondes. Le pape, c'est François Legault, il va pogner un 2 minutes, là. C'est ça, là. Ouais, sortez juste ce clip-là de moi qui dit ça, là, je suis fini à vie, là. Puis je le réalise. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, puis il faut tellement faire preuve d'écoute puis de nuance, puis dans un sujet aussi vaste que ça, tu sais, c'est quasiment impossible. Puis c'est surtout aussi, je pense que cette question-là, elle vient de... Là, tu as vraiment poussé la réflexion, comme je disais, puis c'est super qu'on aille la pousser là pour après ça, de refaire du chemin puis de mieux comprendre d'où est-ce qu'on vient. Mais je pense qu'au Québec, quand on pose des questions comme ça, on parle plus du fait que avant on avait des crucifix dans les écoles, puis il fallait faire la prière, ouais, là, définitivement. Mais tu sais, il fallait faire telle prière, il fallait penser de telle manière ou faire la discipline de telle manière qui était vraiment influencée par l'institution religieuse en tant que telle, puis que là on a réussi à sortir ça, puis qu'on voudrait faire ça partout. C'est peut-être ça qui teinte un peu notre réflexion puis notre compréhension, mais ultimement ce que tu apportes c'est 100% valable, mais après ça, comment réussir à expliquer ça simplement?
puis le faire passer à travers notre pape, qui est François Legault, ultimement, c'est compliqué, ça. Ouais, c'est compliqué. Puis écoute, si j'avais la solution claire, je serais en train d'écrire un livre là-dessus, là, mais je l'ai pas. Je sais pas c'est quoi la solution, mais je sais que ça passe pas par des mesures simplistes et populaires dans le moment qui sont pas le résultat d'une réflexion profonde et réelle, parce que tout ce qu'on va faire, c'est recréer nos vieilles habitudes en faisant ça. Mais je pense que ça reste un sujet chaud, parce que c'est tellement, comme tu as dit, on a réussi à s'en sortir, puis à l'époque, il y avait toutes les affaires de vous avez pas eu votre 12e enfant encore, puis là, toutes les histoires de générations avant qu'on a réussi à s'en sortir, fait qu'on est tellement fiers de ce combat-là qu'on a gagné, même si on croit encore que les institutions sont juste transformées. Mais que quand d'autres personnes arrivent, justement, on est comme non, nous, on a gagné nos affaires, ça va être comme ça ici. Puis je pense qu'on n'est pas capable de faire ce cheminement-là parce qu'on a tellement bavé, traîné dans la boue cette histoire-là, que là, on aimerait que tout le monde soit pareil, comme ça, pas de loi bien définie, rien, pas d'encadrement. On est comme ça, c'est comme ça. Je pense pour ça que c'est assez chaud, c'est parce que ça le... Tu sais, je pense à notre grand-mère qui est allée voir, je sais plus, je pense que c'est un film justement qui avait été sur la religion au Québec, puis avait sacré après l'écran au cinéma parce que le pape était rentré pour comme dire à la jeune fille dans le film qu'elle devait pas faire ça, puis pas s'habiller comme ça, puis tout. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Elle l'a vécu, fait que tu sais, elle était debout dans le cinéma, puis elle sacrait après l'écran. Fait que tu sais, cette chaleur-là, cette hargne-là, ça s'est traîné d'autres générations. Puis je pense que c'est pour ça que le discours est super quand intense. je dis accidentellement recréer nos habitudes, tu sais, je suis hyper sensible à ça. Moi aussi, ma grand-mère m'a raconté des histoires qui n'ont pas d'allure, du prêtre qui rentrait puis qui disait aux petites filles comment s'habiller. Et puis pour éviter ça, on a maintenant le gouvernement qui dit aux filles comment s'habiller. Ouais, c'est là le petit paradoxe. Tu sais, j'ai de la misère avec ça parce que les intentions sont bonnes. Je reconnais la noblesse des intentions, mais si on fait pas vraiment attention, ces intentions-là vont nous ramener exactement dans nos vieilles habitudes. Mais la différence n'est pas peut-être que ultimement un gouvernement, c'est élu par le peuple, choisi par le peuple, et donc ça serait comme nous qui décident de s'appliquer ses propres règles-là, versus que quand on passait à travers la religion, là c'était vraiment comme... C'était dicté, ultimement. Genre, oui, c'est vrai. C'est vrai que le gouvernement a une légitimité démocratique que l'Église catholique n'avait pas. Mais je suis pas prêt à dire que quand les gens vont voter aux élections, ils sont en train de penser qu'ils sont en train de choisir leur autorité morale. Ouais. Alors, je pense que quand le gouvernement se donne le rôle de dicter la morale, il va plus loin que son mandat démocratique légitime. Hey, je vais tellement pas tout de suite dormir là, ce soir. Oui, je vais réécouter ce podcast-là. Non, mais parce que là, je suis comme, mais qui devrait être l'institution morale, dans le fond? Si c'est pas la religion, si c'est pas le gouvernement? T'as une conscience? Oui, moi. Mais personne, ouais. C'est suffisant, selon moi. Ta conscience est suffisante. Ma conscience est suffisante. Et là, on va faire confiance à la conscience de tous. Non, mais c'est... c'est que pour le reste, on a des lois. On a des lois criminelles qui sont basées, par exemple, dans les nécessités de vivre ensemble. Il faut encadrer la conscience de chacun parce que l'énorme majorité des gens, l'énorme majorité du temps, la conscience est suffisante, mais il y a des cas où c'est pas le vrai. Alors, on a des lois qui sont, on l'espère, basées dans des choix rationnels et c'est moi où j'arrive à une de mes pistes de solution, c'est que je pense qu'on ne devrait pas avoir d'exception religieuse aux lois. On ne devrait pas dire, bon, ça c'est la loi pour tout le monde, sauf pour toi si tu as une croyance religieuse qu'on ne définit pas. Je pense que ça non plus, c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais on n'est pas obligé d'avoir une autorité morale. C'est suffisant de se fier à la conscience des électeurs et que les électeurs, quand ils vont voter pour des programmes qui, eux, sont en lien avec leurs valeurs morales. Puis je reviens à dire, la ligne est mince là, parce que je sais que j'ai dit tantôt que les électeurs ne vont pas voter pour des autorités morales. Je pense que c'est vrai, mais les électeurs vont quand même voter pour des programmes selon leurs valeurs morales. Et ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'une autorité morale qui agit avec le pouvoir. Une autorité morale qui agit avec la raison, c'est suffisant. Trouves-tu qu'en ce moment, ces temps-ci surtout, on baigne beaucoup justement dans cet aspect moral-là, puis que la politique joue un peu avec cet aspect moral-là, le débat sur l'avortement, le débat sur les toilettes, le débat sur n'importe quoi, on est vraiment en train d'essayer de comme redéfinir notre morale à propos d'un million de choses, puis ça devient un débat politique qui est peut-être pas le débat nécessaire ou qui doit être appliqué par
les institutions gouvernementales à ce moment-là, tu sais. Ultimement, j'ai l'impression je veux dire en bon québécois, mais on brasse de la merde autour de la morale puis on essaie de... Parce que c'est très payant politiquement. Ben, ouais. Puis on pense... Tu veux remplir des manchettes, là, écoute, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on parle de ça? Là? Ouais. Puis c'est parce que c'est sensible, parce que c'est proche des gens, c'est émotif, et je comprends. Et je le fais avec toute l'empathie du monde. Je comprends la crainte de se faire dire, de se faire imposer une façon de vivre. Mais la réponse à ça, c'est pas d'essayer d'imposer sa façon de vivre aux autres non plus. Et puis ça, cette ligne-là, elle est vraiment difficile à trouver. Dans une de tes vidéos aussi, tu disais que, à force de penser en termes de 4 ans, les partis politiques vont aller où est-ce que l'attention des gens est. Mais ça, comment qu'on fait pour contrôler ça, nous? C'est une question de culture, ça se change pas vite. Ouais, hein? Ça peut pas venir du haut, parce que le haut suit notre ligne d'attention. Le haut, le haut c'est les instances, la classe politique va suivre là où nous, notre attention va aller. Alors, il faut que ce soit un changement culturel qui vienne du bas, qui vienne de tout le monde. Puis ça, faut pas s'imaginer qu'il y a une personne qui va claquer des doigts puis que demain matin, on va changer notre culture là-dessus. Ça se fait à longue haleine. Ça se fait par un effort soutenu de milliers de personnes qui décident à tous les jours. Non, moi, aujourd'hui, je vais pas suivre la chose qui va attirer mon attention pour le moment. Je vais prendre un pas de recul, je vais penser à ce qui est vraiment important pour moi. Et ça se fait pas vite. Mais je veux dire, il y a 1000 ans, on n'avait pas une culture démocratique. Aujourd'hui, on en a une. Ça se bâtit avec le temps. Comment orchestres-tu ton optimisme à travers tout ça? Parce que c'est facile de tomber dans le cynisme. Justement, tu sais... Quand on parle de temps, tu me dis que ça va être long, puis ben, en tout cas, moi, je suis né dans une génération où est-ce que... Je sais pas quel âge t'as, puis à chaque fois, j'ai l'impression de dire, OK, parfait, on est dans la même génération. J'ai l'impression qu'on a été élevé vraiment dans le... Ben, la terre va brûler dans vraiment pas long, fait que du temps, on n'a pas beaucoup, fait qu'on on dirait que tout presse, puis tout doit se faire rapidement. Puis j'ai l'impression que les choses vont tellement vite ces temps-ci, là, c'est peut-être, bon, moi qui est trop sur mon téléphone. Mais ultimement, ouais, comment tu trouves ton optimisme là-dedans, puis tu ne succombe pas au cynisme qui est si facile? Je suis très optimiste envers l'avenir. Je pensais que j'allais dire très cynique. Non, je veux dire, on a à peu près le même âge. Est-ce que vous vous souvenez de toute la panique qu'il y avait sur la couche d'ozone? Ouais. On l'a réglé, la couche d'ozone. C'est vrai, hein? Mais à quel point on n'en parle pas, ultimement? On n'en parle pas parce que maintenant, on a d'autres problèmes. Bon, ben, faut régler le problème qu'on a maintenant. Mais les problèmes qu'on a aujourd'hui, j'espère que dans 20 ans, on n'y pensera même plus parce qu'on va se dire, ben voyons donc, puis on va se le faire rappeler. Ben ouais, tu te souviens-tu quand les gaz à effet de serre, c'était vraiment la grosse panique? Ouais. Ah ouais, j'ai énormément de confiance en notre capacité de le faire. Et puis, ben, si c'est pas nous, ça va être les prochains. OK. Fait que faut que je fasse des enfants, là. C'est ça que t'es en train de me dire. Moi, j'étais parti pour vivre ma vie de bachelor, bien tranquille. C'est beau. Là, dans toute la foulée de ça, j'ai failli dire le mot Trump après 75 fois, puis j'aimerais ça qu'on y arrive. Je t'ai posé la question sur est-ce que tu penses qu'il va réussir à annexer le Canada, parce que récemment, c'est sorti qu'il voulait annexer le Canada. Je pense pas qu'il veut annexer le Canada. C'est du bluff, là, définitivement. Il bluffe le Canada depuis... Non, mais c'est du brassage politique. C'est un mélange de lui qui troll, parce que sa base politique trouve ça drôle, puis pourquoi pas, ça lui coûte rien le faire. C'est un mélange de ça et un flex de pouvoir très intentionnel parce qu'on est présentement en négociation avec les États-Unis. Et puis chaque fois qu'il peut montrer avec impunité qu'il est capable de se moquer des États-Unis, il rappelle à tout le monde dans la négociation c'est qui le boss. Et ça lui donne une position de négociation qui est beaucoup plus favorable. Puis je pense pas que c'est son intention de le faire. Je pense que c'est juste quelque chose qui est sorti parce qu'à un moment donné, Fox News a fait une joke là-dessus puis a vu que ça faisait réagir le monde. Et puis ce qui fait réagir le monde, ça attire l'attention. Puis en politique, l'attention, c'est le pouvoir. Alors c'est pour ça qu'il le fait. Dans ma tête, Trump, c'est juste un excellent influenceur. J'ai essayé de dire ça, là, mais il est comme très bon dans réussir à mettre le feu un peu partout, puis ultimement avoir l'attention des gens. Il est très très bon à avoir l'attention des gens, à maintenir l'attention des gens, et puis dans notre culture démocratique actuelle de l'immédiat dans l'attention, celui qui est capable de capter l'attention, c'est celui qui a le pouvoir. C'est le gars le moins beige que j'ai vu depuis longtemps en politique. Ouais. Là. Ouais, mais là, il est moi, pas plate. C'est sûr, ouais, il est pas plate. Ça. Est-ce que ça te fait-tu peur les 4 prochaines années aux États-Unis? Non, parce que j'ai vécu la première présidence Trump aux États-Unis. Puis t'es encore aujourd'hui. Je suis encore là. Ouais, est-ce que ça va brasser? Oui, certainement. Mais chaque génération, chaque décennie, chaque année a ses défis. On a tout ce qu'il faut pour remonter ces défis-là. Ouais, mais tu sais, on parle quand même de...
j'appellerais ça un attentat au Capitole. On a quand même eu 2 tentatives de meurtre sur un, même pas encore 2e président. C'est quand même assez intense comme premier mandat. C'est pas épeurant peut-être dans les rues, mais je parle au niveau politique. Puis dans les médias, tu dis quand même, on dirait que la tension change, les gens sont plus drastiques. Fait que peut-être qu'au day-to-day, c'est pas si épeurant dans la rue, mais la personne, puis on va en revenir tantôt, gauche-droite, c'est-tu dépassé, mais la personne de gauche qui se sent peut-être moins libre dans tout son côté non-binaire, transgenre, mais que la personne d'extrême droite va dire hey, depuis que Trump est au pouvoir, je peux te casser la gueule à la sortie du bar, puis je vais avoir des bagues. On parle de bafouer des droits humains là, à certains niveaux. Mais c'est ça, moi je pense que c'est plus, c'est dans la notion de futur. Moi je trouve qu'au contraire, ça, pour ne pas y avoir habité, là, mais ça... quand même intense comme mandat. Il y a quelque chose qu'il faut quand même réaliser des États-Unis, c'est que je pense que c'est plutôt, on regarde Trump maintenant puis on se dit voyons donc ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Je pense que c'est plutôt peut-être les 50 dernières années avant Trump qui était l'exception dans l'histoire des États-Unis. Ça a été très très calme. Ça a été très très calme parce que c'était une ascension économique mondiale pendant ce temps-là. Quand les choses vont hyper bien, tu n'as pas besoin de virer fou un peu là. Mais si on regarde, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la comédie musicale Hamilton. Moi j'aime beaucoup les comédies musicales. Mais en tout cas, au tout début des États-Unis, il y a eu un vice-président a eu un duel dans lequel il a tué un ancien secrétaire du Trésor. Un duel. Un duel. Pow! J'aurais aimé ça être là. Mais ça, c'était pas rare là, que des politiciens, des hommes d'État aux États-Unis littéralement se tirent dessus en duel sur des questions d'honneur. Il écrivait des lettres dans les journaux où il s'accusait d'hermaphroditisme, de manquer de toute la sagesse d'un homme et toute la beauté d'une femme. Puis ça, c'était genre le secrétaire d'État qui écrivait ça à propos du vice-président. Là. C'était la folie totale dans la politique aux États-Unis. C'est beaucoup plus ça la norme que l'espèce de prétention de politesse qui a eu lieu pendant les 50 dernières années. On est peut-être en train de retourner à ça. Il faut jamais prendre pour acquis le présent. Le chaos, c'est la norme. Mais ça revient un peu à ce que je disais. Tant que nous, on croit à un système collectif ensemble, on va être correct. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des gros défis. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des changements. Mais le présent est toujours un défi. Mais non, vas-y. C'est juste qu'effectivement, j'avais vu le débat pour la présidence de Barack Obama dans le temps qui était comme en dualité avec le shit show qu'il y a eu de Biden puis Trump. Là. Puis à côté, justement, il y avait un décorum de politesse. Puis après ça, t'avais genre qui est meilleur au golf. à la place de parler des garderies. Là. Mais sans être une loi ou quelque chose, est-ce qu'une institution ne devrait pas avoir ce décorum-là juste par respect au peuple qui ont élu des gens qui ont mis au pouvoir, d'avoir un décorum, une rentrée, une politesse, d'avoir un cadre spécifique, d'avoir des discours, respecter le temps, de pas se crier dessus, de pas qu'on puisse avancer en tant que peuple, puis tu te sens écouté, puis qu'il y ait un semblant de structure que de laisser la parole à, encore là, je reprends cet exemple-là, 2 hommes qui disent c'est qui a le pire handicap au golf. Moi, c'est ça que je trouve chaotique, c'est que, peut-être pas nécessairement, comme je t'ai dit, dans les rues, mais c'est que la face de ça, j'ai l'impression d'écouter genre Love Story puis de faire genre, c'est quoi là? Il n'y a pas de loi par rapport à ce décorum-là. Non, c'est ça, mais tu sais, après ça, il y a où le décorum, là, on revient à genre, tu sais, il y avait eu une grosse affaire de Catherine Dorion qui était arrivée en t-shirt, puis là, c'est comme, il faudrait quand même t'as un complet quand tu viens à l'Assemblée nationale, puis là, tu sais, il y a il y a 2 envers de la médaille, là, mais c'était quand même un shit show, là, ça. On parle de la plus grande nation au monde qui se crie dessus. Je me demande si ça revient pas en fond à juste légiférer les médias, que c'est peut-être plus ça le problème, ultimement. Qu'est-ce que t'en parles? Ben, que, ultimement, c'est les médias qui proposent les débats. C'est les médias qui vont faire... Je pense pas, moi. Non? Non, c'est pour commencer à patauger un peu dans le monde des médias. Les médias sont, en tout cas, les gens dans les médias se sentent beaucoup plus à la remorque de l'actualité que créateurs de l'actualité. Ah ouais. Et eux, je veux dire, c'est pas compliqué. Il faut qu'ils parlent de la chose qui intéresse les gens. C'est très, très rare qu'ils ont la liberté de se dire « je vais parler de ça parce que je pense que ça, c'est important », même si c'est pas de ça que tout le monde parle présentement. C'est quoi l'émission la plus écoutée au Québec? Tout le monde en parle. Ouais, ça c'est sûr. Alors, c'est l'intérêt. On vient à l'intérêt. C'est l'intérêt qui mène tout.
Puis non, je crois pas. C'est pas les médias qui décident ça va être quoi l'actualité. C'est une espèce de concept amorphe d'actualité qui se crée un peu par elle-même, qui dicte qu'est-ce que les médias vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, à quoi les politiciens vont réagir. Parce qu'il y en a des médias qui tentent de faire différemment parce qu'ultimement, les médias existent depuis belle lurette puis suivent, justement, comme tu dis, dans ce genre de grille-là entre politique et médias, suivent l'attention. Ouais. La Bible, c'est un peu un média, tu sais. C'est comme l'histoire d'un dos, ça date depuis ouais, I guess. Mais là, il y a des médias qui tentent de faire différemment parce qu'ils voient un peu les effets nocifs que ça peut avoir, puis surtout à travers des véhicules comme ceci. Puis on dirait que moi, je suis de plus en plus d'accord avec le fait qu'il devrait y avoir des lois qui entourent ça, sur la manière dont on fait les médias ou de la manière dont on présente la nouvelle pour peut-être justement faciliter. Parce que tu as l'air d'être optimiste dans si on croit tous ensemble à des bonnes affaires, il y a des bonnes affaires qui vont arriver. Mais comment tu préviens le shift du balancier entre tu fais partie de la majorité et tu fais maintenant partie de la minorité, conséquence du fait que il y a eu tellement de brainwashing à un certain niveau, qui fait que maintenant on est rendu avec une droite extrémiste et maintenant ton optimisme ne sert comme plus à rien face à cette nouvelle majorité. Puis on dirait que pour moi ça passe à travers une nouvelle batch de lois qui encadrerait les médias puis propose un certain décorum ou un certain niveau de professionnalisme, ultimement, autour du journalisme. Je sais pas s'il faut des lois là-dessus. Mais là encore, je suis conscient de juste, parenthèse à moi-même, je suis conscient que de faire des lois par rapport à ça, après, il y a un biais dans qui crée la loi et si... il n'y a pas déjà un biais de qui est producteur et propriétaire de la chaîne. Il y a déjà un biais de, tu sais, Fox News, tu le sais très bien qu'il va y avoir une tangente. Tu sais très bien que 100%. sur TVA, tu n'as pas le droit de parler d'un tel ou de tel groupe parce que c'est eux qui possèdent la chaîne. Fait que, tu sais, il y a déjà un biais dans la nouvelle juste par qui a mis ça en place. T'sais. Ouais, puis moi, je pousse encore plus loin, mais la personne qui va prendre la décision par rapport à la loi, le pouvoir judiciaire est aussi influencé par mais c'est en France, multiples facteurs. Groupe Bolloré, je pense, qui ont comme plusieurs médias, puis c'est un no-go, là, tu dis pas de la merde sur ce monsieur-là si t'es à l'antenne de tel média. Puis il y a quelqu'un qui avait un genre de si on n'est pas couché, ou je pense que tout le monde en parle là-bas, qui envoyait publiquement à chier, on sait très bien, toi l'animateur, c'est Bolloré qui te paie, blablabla. Puis genre, il s'est fait sortir de l'émission. Il est comme, non, tu dis pas ça ici, lui. En live, là. Fait que tu sais, c'est clairement de couper le propos de la personne à cause que le chef d'antenne, le propriétaire de la station, il aime pas ça, fait que tu sors. Fait que c'est juste qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça réussir à regarder comme une source fiable qui dessert tout le monde. Après ça, il peut avoir plusieurs manières de faire les médias puis de décliner ton opinion puis sa liberté à tous. Mais moi, j'ai un background en com puis ultimement... tu même pas sortir ta nouvelle de n'importe où, mais souvent elle va venir de Reuters, d'Agence France Presse, de whatever. Al Jazeera est quand même bon, non? Comment? Oui. Al Jazeera, c'est pas pire, ça? C'est pas toi qui m'as parlé de ça. Oui, non, mais souvent les trois, ça va être Reuters, Agence France Presse puis American Press, si je ne m'abuse. Associated Press. Ouais, Associated Press. AP, dans le fond. Ouais. Puis, ultimement, je regarde ces trois sources-là comme étant les plus neutres qui existent, puis je me dis, ça devrait pas être ça la norme pour tous. Ouais, il y a beaucoup à déloader. Il y en a beaucoup. Je pense que ce qu'on voit présentement, par exemple, avec 50% des Québécois qui font plus confiance aux institutions médiatiques d'information, il y a un sondage léger qui est sorti là-dessus il y a quelques mois, c'est largement justement du fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir de l'information fiable et qui, en creusant un peu, réalisent que l'offre médiatique institutionnelle actuelle leur donne pas ça. Je pense pas qu'on a besoin de loi pour encadrer ça. Je pense que les forces du marché par elles-mêmes sont capables de le faire. Le jour qu'il va y avoir des médias qui vont décliquer, qui vont dire « OK, il faut qu'on ramène la confiance des gens. » Puis comment on ramène la confiance des gens? On fait preuve d'une énorme transparence. On s'assure de réellement livrer une information qui peut être suivie de A à Z. T'sais, à quoi ça ressemble, ça? Je sais pas. Mais il y a une soif des gens pour de l'information en laquelle ils peuvent avoir confiance. Puis c'est largement ça qu'on voit avec l'explosion des médias sociaux. Je pense que il y a une adaptation à faire du côté des médias, mais je ne crois pas que ça passe nécessairement par des lois. Je pense que ça passe par un développement de pratiques dans l'industrie qui va être capable de trouver c'est quoi que leur clientèle, parce que le mot est bon, veut
et livrer ce que la clientèle veut. C'est juste que présentement, on est en train de vivre un shift de paradigme dans les médias et ça prend du temps pour se rattraper. Changer une grosse institution comme Radio-Canada, comme la presse, peu importe, ça prend du temps et je comprends ça, mais dès que quelqu'un trouve la formule, ça va très rapidement se répandre, je crois. Et c'est une question de trouver la formule dans laquelle les gens ont confiance. Puis quand les gens vont retrouver confiance dans les institutions médiatiques, beaucoup de ce problème-là va se régler très rapidement par la suite. C'est juste une question d'adaptation pour l'instant. J'aime beaucoup tout le temps ta référence au temps. Je trouve que c'est une affaire qu'on oublie à chaque fois. Puis, tu sais, justement, à travers les médias, tu as une radio, ben, troisième lien, ça devrait-tu exister ou pas? Ou telle affaire. C'est tout le temps, quand même, il faut résoudre le problème comme maintenant. Puis même nous, qu'est-ce qu'on te propose en ce moment? C'est comme, c'est quoi ton opinion? Puis comment qu'on le. C'est quoi, tu sais, dis-nous la solution, Farnell. Mais ultimement, c'est tous des problèmes qui n'ont pas nécessairement de solution maintenant. Puis c'est à force d'en discuter qu'on va réussir à arriver à une discussion, mais il faut comme croire en ce chemin, trust the process, I guess, comme des Puis il faut donner une chance aux gens de faire le travail nécessaire aussi. Quand je dis c'est une question de temps, c'est pas on s'assoit sur les mains et on fait rien. C'est on essaye des choses, on taponne, on teste, on fait des expériences. Il y a l'énorme majorité de ça qu'on va se planter, puis ça va être pas être, là, les gens vont rire de nous, mais éventuellement quelque chose va débloquer. C'est pas une question de temps, alors tout va bien aller, c'est plutôt une question de temps, alors il y a beaucoup de travail à faire. Penses-tu que les gens ont de la misère à accepter le fait qu'on peut se tromper? Oui. Ouais. Oui, moi ça a été un des plus grands moments de libération de ma vie, réaliser que les gens se foutent de moi. C'est pas grave si je me trompe. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pensé à une fois où il s'est trompé, lui? T'as ça ce que tu vas dire? Non, mais c'est ça. C'est vrai, c'est jamais. On pense toujours à nos erreurs, mais on réalise que parce qu'on est tous toujours en train de penser à nos erreurs, on n'est jamais en train de penser aux erreurs des autres. C'est correct, se tromper, mais il faut qu'on ait beaucoup plus de tolérance pour l'erreur. Puis là aussi, encore une fois, c'est une question de culture. On vit dans une culture de l'immédiat où, justement, troisième lien, oui ou non. Puis après ça, moi, je dis non. Moi, je dis oui. Le gouvernement fait des investissements, par exemple. La Caisse de dépôt fait un énorme investissement dans Northvolt, ça plante. C'est sûr que ses poches perdent des centaines de millions de dollars, mais l'erreur arrive. Il faut les minimiser. Je dis pas que c'est correct qu'on laisse aller tout, mais quand même, il faut qu'on ait une tolérance à l'erreur qui n'est pas toujours facile politiquement à aller chercher, surtout quand tu as toujours quelqu'un derrière toi qui dit « Moi, j'aurais fait mieux! » Faisons attention. Ouais, puis t'étais pas dans ses bottes, puis t'étais pas dans la situation. C'est bien facile. C'est bien facile le lendemain après la game de dire « T'aurais dû lancer à gauche au lieu de à droite », mais quand t'es dedans, c'est facile. Ouais. J'adore ça. L'analogie de hockey. Non, puis en plus, tu dis qu'il faut que ça vienne à la base, à la source, par nous, mettons, moi, je suis mon petit garçon, il se trompe présentement, puis je lui dis, puis il perd au hockey, puis il aime pas perdre au hockey, puis je lui dis, tu vas perdre toute ta vie, dans toutes les sphères de la société, tu vas perdre des amis, tu vas perdre toutes sortes d'affaires, puis tout. Non, mais c'est parce qu'il aime trop gagner. Je comprends. Tu sais, faut pas, là, il y a 6 ans, là. Fait qu'il aime trop gagner, puis il aime trop dire que c'est lui le meilleur, puis non. Tu sais, c'est pas de même que ça fonctionne. Fait que là, j'y apprends comme, oui, il va en avoir des erreurs, puis tu vas en avoir tout le temps. Là, fait que... et puis, je veux dire, en même temps, j'espère que tu inculques maintenant dans ton fils d'être tolérant des erreurs des autres. Puis ça, je veux dire, les sports d'équipe, c'est excellent pour ça. Parce que des fois, là, man, pourquoi t'as perdu? Parce que ton coéquipier, il a fait une niaiserie. Puis c'est sûr que tu vas te fâcher après lui, mais en même temps, je dis, ça reste ton coéquipier, puis ça va être ton coéquipier demain aussi. Puis il faut, de la même façon que tu espères qu'il tolère tes erreurs, il faut que tu tolères les siennes. Et puis, on n'a pas une culture de tolérance de l'erreur qui est très développée encore. Ça passe par l'école, selon toi? Ça passe, je pense, par l'empathie. Ouais. T'sais, c'est super facile de critiquer, c'est bien difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui était dans le moment où il fallait qu'il prenne une décision puis il n'y avait pas toute l'information. Je dis ça, je te coupe de ça, mais je dis ça parce que je sais que dans certains systèmes, il y a des cours d'empathie, exemple. Puis moi, à l'école, j'ai eu des cours sur la religion et un petit peu l'éthique, mais j'ai comme pas eu l'impression de m'être fait inculquer quelconque forme de voici c'est quoi l'empathie, puis voici comment comprendre ton prochain puis aider ton prochain et tout. Mais par contre, je sais beaucoup de choses sur beaucoup de religions. Je dis pas que ça m'est inutile, mais je trouve ça un peu triste de pas avoir appris ça. Ouais, je sais pas si ça s'enseigne, l'empathie, mais je sais que ça se développe. Ça se développe quand on a soi-même la volonté de développer sa propre empathie, et puis maudit que c'est enrichissant de le faire.
Ouais, 100%. Puis ça nous pousse tout plus loin. Et je vais conclure avec une dernière, OK? Qui, moi, me travaille fort. C'est la conception de la gauche puis de la droite. Je vais t'expliquer pourquoi elle me travaille fort, parce que des fois, je parle avec mon père ou mon grand-père ou quoi que ce soit, puis j'ai vraiment l'impression que si je pense d'une manière, ben automatiquement, eux, ils vont penser de l'autre manière. Comme s'il n'y a pas un entre-deux, un gris, puis que moi, je suis tagué comme quelqu'un de gauche. Et ainsi, toutes mes décisions devraient être de gauche, puis j'ai pas le droit de, des fois, penser un peu de droite, t'sais. Je sais pas si c'est exacerbé par le fait que eux ils ont vécu dans un après-guerre, ou est-ce que vraiment il y a une guerre froide qui est probablement encore en cours en ce moment là. Mais où est-ce que c'était vraiment les communistes et puis que si tu pensais comme ça t'étais nécessairement communiste. Là on dirait que mes grands-parents viennent des États-Unis puis ils ont vraiment vécu ça intensément, mais bref, dans ce genre de tranche d'âge là j'ai l'impression qu'il y a encore ce leg là, et moi ça m'a beaucoup affecté dans comment j'ai construit ma réflexion politique de comme quand t'es au cégep puis tu commences à fumer du pot jusqu'à genre après l'université mettons, ça faisait que ça renforçait mon côté de gauche parce que j'étais tout le temps en opposition avec ces valeurs de droite là, mais en vieillissant je me rends compte que dépendamment des sujets j'ai une opinion de gauche et des fois de droite et des fois de centre gauche et des fois de centre droite, ce qui fait qu'au final j'aime plus ces concepts là de droite et de gauche. Toi, est-ce que t'es partisan de ces concepts-là? C'est terminé. Ça fait plus partie, depuis longtemps, ça fait plus partie de ma conception, de mon analyse, de ma compréhension de la politique par la gauche et droite, sauf dans des cas extrêmement limités où on a un cadre où c'est relativement bien défini qu'est-ce qu'on veut dire par gauche et droite. Puis ça, c'est très, très rare. Tu parles de l'extrémisme intense ou... Non, je parle de... Si je suis en train d'avoir une discussion avec un bon ami, par exemple, et je sais qu'on a un lexique partagé là-dessus. Ouais. Je sais que quand moi, je vais dire gauche, par exemple, il va comprendre la même chose que ce que je veux dire. Mais c'est très, très souvent, parce que ces mots-là veulent à peu près plus rien dire ou veulent dire à peu près n'importe quoi, ça devient bien facile s'associer à un côté et puis projeter tout ce qu'on veut de l'autre côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, gauche et droite? On comprend, par exemple, présentement, dans un contexte actuel, on va dire que, défendre les droits des LGBT, c'est la gauche. Mais les droits des LGBT, ça relève du libéralisme. Ça relève de l'idée que chaque personne peut déterminer par elle-même comment elle s'identifie, comment elle se sent. Ça, c'est une liberté individuelle. Les protecteurs historiques de la liberté individuelle, c'était la droite. Alors, ça ne veut plus rien dire. C'est juste comme deux grosses tentes qui... À vrai dire, ce que c'est des coalitions idéologiques politiques. C'est qu'il y a pas... C'est pas possible, si toi, tu es vraiment, vraiment, vraiment pour, par exemple, les droits des LGBT, les gens qui vont faire leur militantisme politique uniquement sur les droits des LGBT, c'est pas suffisamment grand pour aller chercher le pouvoir, pour après ça faire les changements politiques que tu veux. Alors, tu es obligé de te former des coalitions. Tu es obligé de te former des coalitions avec quelqu'un qui, par exemple, va augmenter les impôts sur les entreprises. Il n'y a pas un lien évident entre militer pour les droits des personnes LGBT et vouloir augmenter les impôts sur les entreprises. Il n'y a pas de connexion là-dessus. C'est juste que ces gens-là qui veulent augmenter les impôts sur les entreprises sont prêts à, si tu m'aides de mon bord, je vais t'aider de ton bord. Alors, ils se forment des coalitions. La gauche et la droite, c'est juste des coalitions aujourd'hui de gens qui s'identifient dans un clan ou dans un autre, mais ça ne veut plus rien dire sur la valeur idéologique, sur l'origine, sur comment une idée se cadre dans un système de valeurs morales, sociales, politiques. Alors moi, j'utilise plus ces termes-là. Est-ce que ça l'a déjà été? Parce que tu dis que ça ne l'est plus. Ça l'a déjà été. Ouais. Oui, la notion de gauche et droite, historiquement, relève de la Révolution française, quand dans les premiers États généraux, les délégués différents saillissaient tellement que c'était dangereux qu'ils se tuent entre eux. Alors, ceux qui étaient plus monarchistes, ceux qui étaient plus favorables à la tradition, à protéger la hiérarchie, la noblesse, tout ça, allait s'asseoir plus à droite. C'était physiquement dans la pièce. Il était physiquement séparé parce qu'il n'était pas capable de se sentir. Et le plus tu étais loin à droite, tu étais l'extrême droite parce que tu étais tellement pas capable de sentir le sang. Alors, et puis la gauche, c'était ceux qui étaient plus républicains, qui
qui s'opposait au pouvoir institutionnel de la monarchie, de la noblesse, du clergé. Ça, c'est devenu la gauche. Et puis ça, c'est devenu plus associé à la classe ouvrière, par exemple. Et c'est de là qu'on a eu l'idée de la gauche comme étant plus socialiste. Mais à l'origine, gauche et droite, ça veut juste dire où est-ce que tu allais t'asseoir dans les États généraux en France pour pas te battre contre ton voisin. Il y a des centaines d'années. Il y a des centaines d'années. Puis aujourd'hui, on regarde ça, puis on essaie de taguer toutes les partis politiques et en fait nos propres opinions politiques de cette manière-là. Puis aujourd'hui, on l'identifie à la coalition, mais ces coalitions-là changent aussi avec le temps. La liberté de religion, par exemple. Dire chacun a le droit d'exercer sa religion comme il le veut, ben, historiquement, c'est une idée de droite. Parce que ça relève des libertés individuelles qui sont généralement associées historiquement à la droite. Mais aujourd'hui, la coalition s'est changée. Les gens dans la grande tente qui s'appelle la gauche ont été prêts à dire, bon, ben vous autres, oui, OK, on va inclure vos demandes dans notre liste de demandes, venez de notre bar. Et puis en échange, bon, ben il y a des gens qui étaient historiquement de la coalition de la gauche qui se sont ramassés dans la coalition de la droite. Mais c'est juste des noms de coalition, c'est des équipes de hockey. Ça n'a plus de valeur pour essayer de comprendre une idéologie sociale claire. Puis là, ben, en fait, je te considère avant-gardiste dans beaucoup de tes réflexions parce que ben, t'es poussé très loin. Mais est-ce que tu penses que ça va rester encore longtemps avec nous, ces termes-là? Oui. Ouais, hein? Oui, parce qu'ils sont politiquement très utiles. Parce qu'aujourd'hui, ça devient très très facile de dire t'es de mon bord ou t'es pas de mon bord avec ces mots-là. Moi, je pense qu'on en parlait, l'intérêt du peuple est là. Tout le monde l'utilise. Ouais, je sais, pour un premier cours de sciences politiques que j'ai eu au cégep, on m'a expliqué c'était quoi la gauche puis la droite, puis j'étais comme, ok, bon, ben, je suis dans tel camp. Puis, ultimement, c'est juste. Mais je suis juste comment qu'on réussit à défaire ça, puis là, ben, Farnell va me dire ça va prendre du temps, puis je vais rester optimiste, puis je vais prendre du temps. Ben, tu sais, là-dessus, oui, ça va prendre du temps à l'échelle sociale, mais à l'échelle individuelle, c'est super rapide. Ouais. Là, puis tout ce que tu as à faire, au lieu de dire ça, c'est une idée de gauche, une idée de droite, chaque fois que quelqu'un te présente une idée, décris-la selon son impact social. Ça, c'est une idée collectiviste. Ça, c'est une idée capitaliste. Ça, c'est une idée fermée sur le plan identitaire. Ça, alors là, on n'est plus en train de parler gauche et droite, on est en train de décrire l'idée elle-même. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut soi-même s'entraîner à faire très, très rapidement. Puis une fois que le déclic est fait, là, le changement est immédiat, puis on retourne à eux. Probablement pas. C'est incroyable. Honnêtement, est-ce que ton cerveau arrête des fois? T'es-tu un overthinker? J'ai jamais eu l'expérience d'avoir un autre cerveau. Ok, alors, je sais pas. Tu vois, même dans cette question-là, t'as répondu plus loin que je pensais. Qu'est-ce qui te fait décrocher? Ah, j'aime tellement les films Marvel. Ah ouais? Non, mais c'est tellement le fun, ils sont tous pareils. Non, mais j'adore ça. Je rentre, je sais exactement qu'est-ce qui va se passer, je sais comment ça va finir. Une fois de temps en temps, il va y avoir un petit twist ici et là, mais tu sais... C'est comme tu mets ton cerveau en autopilot et tu suis. C'est l'équivalent intellectuel de montagne russe. Ouais. J'aime ça. T'as fait des on a parlé juste avant qu'il fallait que tu mettes ton cerveau. Moi je fais de l'anxiété de performance, puis ma médecin elle m'a juste dit il faudrait que t'écoutes un dumb TV show. Ouais. J'ai commencé à écouter un dating show, puis j'étais comme c'est incroyable. Parce que sinon je recherche mes films, puis je suis comme il est assez haut sur Rotten Tomatoes pour qu'il soit digne de mon écoute anyway. Je veux pas du tout dénigrer l'importance culturelle des films Marvel là. Non. Mais tu sais, ce qu'on se le dit là, ils sont tous pareils. Ouais. Des fois tu rentres au McDo parce que tu veux le même Big Mac que tu as eu la dernière fois. C'est correct. Là. Fair enough. Ouais, il faut de la balance dans tout ça, justement. Tous les liens sont dans la description. Pour merci d'avoir participé. Tu passes toutes les questions? On n'a pas toutes passé, mais c'est parce qu'on n'a pas 19 heures devant nous. Ça fait 1h22. Là. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent pour toi? Parce que là, tu collabores avec des médias en ce moment. Ouais, ben c'est toujours un peu à la pièce. Là. Ouais. Mais je collabore, ma collaboration avec la presse qui est un peu une espèce de... Tu sais, je me vois comme mon propre laboratoire. Ouais. Et puis la presse le voit de la même façon. C'est super le fun. Là. Ils ont été vraiment partants. Puis je leur donne tout le crédit à ça. Ils étaient comme, ouais, OK, il y a quelque chose qui change. Essayons quelque chose ensemble. C'est ça qu'on fait. Un peu de la même façon. Je collabore avec Urbania. Ou j'aime faire une espèce de lien vidéo écrit. Ça me permet de le faire là. Je continue à faire mes capsules vidéo, mais tu sais, c'est un hobby pour moi, là, c'est pas ma job ça. Et puis je le fais comme tant que ça reste
intéressant, tant que je pense que c'est utile, je continue à le faire. En tout cas, merci de le faire parce que pour vrai, ça débunk des sujets chauds puis tout ça. Puis pour du monde moins intelligent, mettons, ça peut être le fun d'avoir ta vision des choses aussi. Là. Ah, puis même, sans même question d'intelligence, mais justement de mettre la discussion dans l'espace public. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Puis de prendre le temps de nuancer. Puis tes clips durent pas 2 secondes non plus. Tu prends le temps de bien expliquer la chose, d'aller chercher ta source, de vulgariser le propos. C'est vraiment important. Mais ce que j'aime toujours rappeler aux gens, c'est vous n'avez pas besoin de la permission de personne pour ramasser votre téléphone, dire quelque chose, puis l'envoyer dans le monde. Ouais. Vous avez à gérer les conséquences de ce que vous dites. Vous êtes responsable pour ce que vous dites. Mais la première fois que j'ai pesé sur le piton de télécharger, là, j'ai pas demandé la permission à qui que ce soit, puis j'étais un nobody, puis c'était correct. Il n'y a rien qui nous empêche de tout faire ça. Puis on devrait tous contribuer à la discussion collective. Ben, comme les Grecs le disaient, c'est la discussion qui permet de construire une belle démocratie et tout. Là. Ils l'ont pas dit de même, là. Ça, c'est ça. Mais ultimement, la discussion, ben, ça nous emporte plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Pour ça qu'on a un podcast. Voilà, c'est ça. Un gros merci, Farnell. C'est super. Merci à vous autres, super agréable. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.